OK. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est vraiment très apprécié. Aujourd'hui, on a une belle formation et il me fait plaisir de donner la parole à Monsieur Jean-Louis Vallée, président de la Fédération Histoire Québec et membre du comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec pour introduire notre invité, notre formateur de ce soir. Bonjour à tous et à toutes. Vous excuserez si vous voulez ma voix, une extinction de voix. Bienvenue à la deuxième formation d'une série que la Fédération Histoire Québec a fait ses membres, organisme membre chargé de la promotion, la documentation et la défense de l'histoire et du patrimoine. Cette formation est un de ces outils qu'on souhaite offrir, d'une part, pour que les fils d'histoire et autres organismes qui composent le réseau de la Fédération Histoire Québec puissent poursuivre au mieux ces missions. D'autre part, pour souligner les talents et expertises qui résident déjà au sein de ce réseau et faire connaître, visualiser les réussites, les bonnes pratiques, les histoires de succès. C'est pourquoi il me fait grand plaisir de vous présenter ce soir M. Gaston Cadrin, qui nous est très aimablement prêté par le GIRAM, le groupe d'initiatives et de recherche appliquées au milieu, dont les bureaux sont dans Chaudière-Appalaches, mais qui a démontré son efficacité sur tout le Québec. M. Cadrin est géographe et détenteur d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Il a fait carrière dans l'enseignement secondaire et surtout collégial, notamment au cégep de Lévis-Lauzon, Limoilou et François-Xavier Garneau. Dans la région de Québec, Gaston Cadrin s'est principalement fait connaître depuis plus de 40 ans par ses multiples interventions bénévoles concernant l'environnement, le patrimoine, l'aménagement du territoire et le milieu municipal. En 1999, Gaston a reçu le prix Robert Lionel Séguin de l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec, la PMAC que vous connaissez tous, pour ses implications patrimoniales et environnementales, et en 2015, le prix Étienne Chartier, patriote de l'année, de la Société nationale des Québécois et des Québécoises, de Chaudière-Appalaches, et le prix Rodolphe Fournier, de la Chambre des notaires du Québec et Histoire Québec en 2016 pour son livre Les excommuniés de Saint-Michel de Belfast au 18e siècle. C'est pour cette expérience et expertise que nous le recevons ce soir pour nous guider dans la production de dossiers de demande de classement. Je tiens à rappeler également que nous allons enregistrer la conférence, comme nous avons vous le dit au début. Celle-ci sera disponible à la réécoute. La rencontre devrait durer à peu près 1 heure avec, si vous voulez bien, des questions à la fin. Je vous souhaite donc une excellente conférence et je laisse maintenant la parole à M. Gaston Cadrin. S'il vous plaît, fermez vos micros. Alors, merci. Mon micro est-il ouvert, là? Je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, Oui. parfait, Gaston. Alors, merci Jean-Louis pour la présentation. Puis bonsoir à tous et toutes qui êtes présents pour cette formation, cette formation concernant les dossiers de classement et de citation de bâtiments. Je vais mettre l'écran un peu plus grand, là. Est-ce que ça va comme ça? Oui, c'est parfait. On l'a en plein écran. Si vous pouvez même le mettre en diaporama, ça va être. Attendez un peu, là. Mhm. Là, ce qui arrive, je vois les personnes, mais je vois, oui, que je m'assieds diaporama, là. Diaporama, je vois pas. Diaporama. Gaston, en bas complètement, tu vas voir, il y a comme un petit écran près de là, oui, à côté de ça, ici, là. Non, Pas l'autre de à côté, à droite. lecture, trieuse, normale. À droite, Ah oui, j'ai vu, là. Complètement. là, Non, j'ai tu vas l'avoir. diaporama. Mais on voit encore les personnes sur le côté droit de l'écran. Est-ce que ça dérange? Non, c'est bien Les correct. autres, C'est vous qui voyez. Si vous voulez les Ouais. déplacer, si vous voulez nous déplacer, pas de problème. Mais de notre côté, on voit parfaitement en plein écran la présentation. OK, parfait. Donc, quand on fait une demande de classement ou de citation, quand on parle de classement, on s'adresse au ministère de la Culture et des Communications. Pour pouvoir simplifier les affaires, on va dire ministère de la Culture, on ne commencera pas à dire ça au long à chaque fois. Et une citation, on s'adresse à la ville ou à la municipalité concernée. Donc, pour la première condition qu'on doit se poser, la première question qu'on doit se poser quand on a un bâtiment
qu'on désire faire une demande de classement ou de citation, est-ce que ce bâtiment-là a une valeur historique? Est-ce que, au niveau de la loi sur le patrimoine culturel, est-ce que ce bâtiment ou ce site patrimonial est d'intérêt public? Et cela dans une perspective de développement durable, comme l'exprime la loi qui a été modifiée ou amendée. Avant ça, on appelait ça la loi sur les biens culturels. Maintenant, on appelle ça la loi sur le patrimoine culturel. Et depuis 2013 ou 2014, là, si ma mémoire est bonne. Donc, lorsqu'on demande, il y a deux façons, il y a différents dossiers qu'on peut monter. On peut monter un dossier comme immeuble patrimonial. Alors, immeuble patrimonial, là, c'est un bâtiment qui a une valeur historique, une valeur culturelle. Ça peut être un personnage qui a habité ce bâtiment-là, comme ça peut être sa valeur intrinsèque du bâtiment à cause de sa valeur architecturale, sa valeur historique, etc. Donc, il peut avoir, donc, on peut classer, le ministère peut classer un immeuble patrimonial ou un site patrimonial. Donc, de quelle façon qu'il va procéder? Alors, tout d'abord, il faut monter un dossier. C'est ce qu'on va parler un peu par la suite. Il faut monter un dossier qui a l'air un peu crédible, un peu sérieux. Donc, je vais en parler comment nous autres, au GIRAM, on procède. Et souvent, c'est moi qui prépare les dossiers. Fait que je suis en mesure d'en parler de façon intelligente, si je peux dire. C'est moi qui les prépare. Donc, il faut monter un dossier qui a de l'allure, comme je dis. Et là, le ministre, le registraire du patrimoine culturel reçoit le dossier. Il y a tout un formulaire qu'on va voir un petit peu plus loin. Et le ministre analyse avec, bien sûr, le Conseil du patrimoine culturel. Il peut demander un avis au Conseil du patrimoine culturel qui est composé de différents spécialistes qui sont nommés à cette fin pour analyser ces dossiers-là. Il n'est pas obligé, mais j'imagine que la plupart du temps, il demande un avis au Conseil du patrimoine culturel. Avant ça, on appelait ça la Commission des biens culturels du Québec, avant 2013. Il peut, à ce moment-là, émettre dans je pense, les 60 jours, un avis d'intention. C'est rare qu'il fait un avis d'intention, qu'il émet un avis d'intention dans les 60 jours. Les dossiers, nous autres, qu'on a préparés, c'est plutôt 1 an, au moins 6 mois, avant qu'il y ait un avis d'intention, à moins qu'il y ait une urgence. S'il y a une urgence, ça, c'est un autre cas. Si le bâtiment est menacé d'être démoli ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça peut aller plus vite. Et le classement peut survenir 1 an après l'avis d'intention, mais il peut demander un délai jusqu'à 2 ans. Mais il y a bien des gens qui ont demandé, des fois, des organismes qui ont demandé des classements, puis c'est pas, ça fait peut-être d'ailleurs dans le vérificateur ou la vérificatrice dans le chapitre sur le patrimoine, il y a quelques années, il disait justement que ça va pas d'allure d'attendre des fois que les organismes répondent en 5 ans ou qu'il n'y ait jamais de réponse dans certains cas. Non. Il y a un autre article dans la loi sur le patrimoine culturel, l'article 76. Ça, les gens, vous pouvez vous prévaloir de ça, c'est-à-dire d'écrire une lettre au ministre lui disant qu'il y a une urgence ici, demander l'article qui applique l'article 76, c'est-à-dire un régime d'ordonnance que le ministre va appliquer pour protéger le site ou le bâtiment, mais ça dure juste 30 jours. S'il y a une menace en particulier, c'est sûr qu'il peut utiliser ça. Alors, c'est assez exceptionnel. Ça a été fait, je vais vous en parler un peu plus loin, pour le château Beauce. Une municipalité peut aussi prendre de sa propre initiative, elle peut aussi décider de citer un bâtiment. C'est rare, ça arrive parce que actuellement, il y a à peu près 900 bâtiments seulement au Québec. On est peut-être rendu à 950, là, j'ai pas les dernières statistiques, qui sont cités par les municipalités. On sait que le pouvoir de citation existe au moins depuis le milieu des années 80. Mais les municipalités sont très frileuses d'utiliser ce pouvoir de citation. C'est sûr que ça vient de leur propre initiative, il n'y a pas de problème. Je prends le cas de Lévis, il y a à peu près 5
4 ou 5 immeubles qui sont cités, dont l'église de Saint-Jean-Chrysostome, mais là, je pense que l'initiative vient de la ville de Lévis même. Et ça peut être une proposition aussi d'un citoyen ou d'un organisme. Alors là, la citation, c'est sûr que s'il y a de l'opposition, si le propriétaire s'oppose, etc., alors à ce moment-là, la municipalité, c'est sûr qu'elle ira pas bien vite avec le dossier. Et parlant de ça, justement, on a un cas à Lévis dernièrement, il y a un an, il y a un organisme de Saint-Nicolas qui a voulu faire citer une maison avec sa grange, donc un ensemble rural, parce qu'à Lévis, vous savez, ça se développe en fou, là. Et à ce moment-là, les promoteurs sont tout autour, surtout quand c'est dézoné, mais là, la terre n'était pas dézonée au complet. Mais là, il y avait un acheteur potentiel. La madame était toute seule dans sa maison, donc on voulait ramasser 2 millions, je sais pas trop. Mais là, le fait que l'organisme ait présenté un dossier de citation, l'acquéreur potentiel a reviré parce que c'est sûr qu'une citation, tout le monde prend ça pour une contrainte, même les classements du ministère. Mais parfois, ça va avoir du bon aussi, parce que c'est sûr qu'il y a quelques contraintes qui peuvent relever d'une citation ou d'un classement. Mais si on veut protéger, regardez en Europe, ils prennent les mesures, ils font en Bretagne ou ailleurs, ils prennent les mesures en France pour protéger. Et nous, on est très timide dans nos mesures de protection. On ne veut pas brimer la liberté de personne. Fait qu'on ne protège pas grand-chose. Donc, le GIRAM existe depuis 1983. J'ai été le président fondateur ou l'initiateur du groupe au cégep de Lévis-Lauzon, où j'enseignais. Et maintenant, c'est sûr qu'il n'y a plus tellement de profs et on recrute un peu dans tout, un peu partout. Les gens qui sont des professionnels sont intéressés par nos objectifs de protection du patrimoine, d'environnement, etc. D'aménagement intelligent, si on peut dire, dans notre territoire. On a fait, dans ce contexte-là, depuis 40 ans, on a fait plusieurs demandes de classement, de citations, quelques-unes, un peu moins. Parmi les demandes de classement qu'on a fait, on a fait la demande de classement pour le parc des Chutes de la Chaudière au moment qu'on voulait aménager une petite centrale hydroélectrique, la société Énergex. Parce que nous autres, on disait, c'était déjà un parc national, devenu un parc municipal, le parc des Chutes de la Chaudière, parce que le gouvernement a cédé ça à la ville de Lévis, aux municipalités qui étaient riveraines, puis là, maintenant, depuis le regroupement des villes, donc depuis 2001, c'est la grande ville de Lévis, donc ça fait partie. C'est un parc, donc, plus municipal, même si c'est une vocation régionale. Et nous, on s'est dit, une petite centrale, il y en a déjà une, mais là, on est dans un parc. On était même dans un parc provincial, parc québécois. Et on s'est opposé, bien sûr, à l'aménagement parce qu'on des chutes contrôlées avec une champleur, là, un genre de robinet, on n'aime pas ça, nous autres, au Giran. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au paysage, qui aime ça non plus. On a fait la même chose à Chute-Montmorency parce que là, il y avait aussi des aménagements un peu quand même lourds. Et on parlait même d'un projet d'hôtel, etc. Mais on parlait même aussi d'une centrale hydroélectrique à ce moment-là, en 93. On a fait une conférence de presse pour dénoncer les aménagements et le soir même, le manoir Montmorency passe au feu. Donc, on nous a comme pointé du doigt, etc. Mais c'était un accident, justement, de construction, de négligence du chantier. En 2006, j'ai préparé un dossier d'à peu près 35 pages pour qu'on crée un arrondissement historique dans le Vieux-Lauzon et le Vieux-Lévis. Parce que vous savez, le Vieux-Lauzon, c'est un peu plus quartier ouvrier. Mais le Vieux-Lévis, si vous le connaissez, c'est vraiment, comme disait Michel Lessard, c'est vraiment là au Québec qu'on a la plus grande concentration de bâtiments du 19e siècle et début du 20e siècle, presque au Québec, parce que
c'est un peu comme la ville, le quartier Maisonneuve à Montréal. Ça a été un développement fulgurant à Lévis parce qu'il y avait des chemins de fer. C'était un terminal de chemin de fer. Le chemin de fer ne traversait pas à Québec, donc ça a fallu avoir le pont de Québec pour traverser le chemin de fer du côté nord. Il y avait des chantiers de bois. Il y avait aussi des chantiers maritimes. Il y avait aussi des institutions qui sont greffées à ça. Collège Lévis, couvent, etc., hôpital. Donc, c'est une ville de service, c'est développé très, très rapidement, donc, à ce moment-là, et ça donne une architecture particulièrement intéressante. Si vous pouvez marcher ça, si vous venez dans le coin de Québec-Lévis. Donc, j'ai demandé ça au nom du GIRAM, avec des appuis d'organismes. En passant, justement, quand on fait une demande comme ça d'un site, maintenant, on appellera ça site patrimonial au lieu d'arrondissement. C'est un territoire, un espace assez grand avec un ensemble de bâtiments. Donc, on essaie de solliciter des appuis le plus possible. Je pense qu'on avait 7-8 organismes qui nous appuyaient. Mais au ministère, finalement, on n'était pas très, très porté dans cette période-là à classer ou à faire des arrondissements ou des sites patrimoniaux. Et à ce moment-là, il y a eu comme une proposition qui a été faite à la ville de faire juste un secteur plus dans le vieux Lévis, autour de l'église Notre-Dame de la Victoire, puis tout ça. Donc, par rapport à ce que le GIRAM on avait demandé, c'était vraiment quelque chose de vraiment très limité. Un espace très, très limité. Même à ça, au niveau municipal, même si le député à l'époque, c'était le maire actuel, M. Lehouillier, qui était favorable, lui, mais la mairesse de l'époque ne l'était pas. Donc, le dossier est resté lettre morte. Il est resté au frigidaire. Donc, on n'est pas revenu là-dessus, parce que là, il semble que les PIA, les plans d'intégration et d'implantation, d'intégration structurale, c'est comme si ça faisait l'affaire, mais on sait que même avec ces plans-là, on construit des aberrations. Donc, c'est beaucoup moins étanche pour contrôler le développement et les aménagements de ceux qui veulent faire de l'argent rapidement dans les vieux quartiers. Les Six Merciers, c'est un bâtiment, c'est à peu près le seul bâtiment de 1900 à peu près industriel qui reste dans le Vieux-Lévis. On a demandé à la ville une citation en août 2020 parce qu'il y avait une menace de démolition. Et même le comité de démolition avait à ce moment-là accordé la démolition aux propriétaires qui voulaient faire un six logements, mais vraiment quelque chose de mal intégré. C'est un endroit stratégique. Quand on descend la côte du Passage, on s'en va prendre le bateau, donc entre Lévis et Québec. Alors là, il y a eu une protestation et surtout qu'on était en 2021 à la veille d'une campagne électorale. Donc, à ce moment-là, la municipalité, il y a eu un appel donc de la démolition parce que vous savez, quand il y a un comité de démolition, maintenant, il va en avoir un peu partout avec la nouvelle loi 69 qu'on oblige les inventaires, qu'on oblige à ce moment-là d'avoir des comités spécifiques pour analyser les demandes de démolition. Donc, il y a une audition publique en général. On peut s'opposer. Bien sûr, il y a une audition publique si on s'oppose. Si personne ne s'oppose, ben c'est sûr, c'est le comité de démolition à Lévis, c'est 3 conseillers qui vont prendre des décisions. Puis à ce moment-là, ça va plus vite beaucoup. Mais s'il y a des gens qui s'opposent dans une audience publique avec des arguments, il faut envoyer des objections, bien sûr, par écrit. Et là, c'est là que c'est important de faire l'historique aussi du bâtiment, d'aller dans un registre foncier dont on va parler un petit peu plus loin. Donc, là, dans le cas des Six Merciers, la ville a reculé parce qu'il y a eu un appel, puis là, c'était presque en période préélectorale. Donc, à ce moment-là, le conseil de ville a décidé de surseoir à la démolition. Il a renversé la décision du comité de démolition. C'est très rare parce qu'à Lévis, c'est presque un parti unique. Là, il y a 2 conseillers d'opposition, mais tout le reste, c'est le même parti. Finalement, la demande de citation, c'est moi qui l'ai fait. J'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais eu d'accusé de réception de la ville. Ça vous donne un peu une idée de l'intérêt qu'ils ont au niveau du patrimoine puis au niveau de la contestation, si on peut dire, des démolitions. Là. Mais parce que là, ça donne
une valeur ajoutée au bâtiment quand il y a une citation. Et justement, normalement, il aurait pu le citer s'ils veulent le conserver, mais on avait des arguments pour cela, mais ça n'a pas eu lieu. Le fort de la Martinelle en bas, ça, c'est un vieux dossier. À ce moment-là, le ministère nous avait répondu que c'était plus à la ville de le protéger. Donc, il n'y a eu rien qui a été fait du côté national. Le chantier ACDV, c'était à peu près la même chose et beaucoup d'autres dossiers qu'on a touchés. Là, on ne peut pas tout repasser ce soir, c'est pas le but. Par contre, il y en a qui sont plus récents, qui sont très récents. Le château Beauce. Le château Beauce, donc, c'est un bâtiment qui a été construit vers 1905. Là, il a été relevé d'un étage. On peut voir à peu près ce qu'il avait l'air dans la photo en noir et blanc sur votre droite. Si vous voyez la même chose. Donc, c'est un beau bâtiment. C'était une espèce de villa. C'était un notaire qui avait construit ça. Et donc, un bâtiment assez beau. Hein? Et dans les années de 1920-25, on a voulu avoir une communauté religieuse pour, en tout cas, c'est pour enseigner aussi là-bas à Sainte-Marie-de-Beauce. Cette communauté, c'est les Sœurs de la Visitation. Donc, c'était une communauté pas mal de cloîtrée. En tout cas, il était quand même assez monastique, si on peut dire. Et en arrière, il y a une chapelle, il y a tout, là. Il y a des bâtiments, il y a eu des agrandissements. Là, on voit juste une partie. Et on a une photo, là, une photo aérienne qu'on voit peut-être un petit peu plus, par exemple, le bâtiment ici. Donc, c'est situé dans un environnement particulièrement sensible, c'est-à-dire c'est le cœur institutionnel de Sainte-Marie. L'église est classée, mais il n'y a pas d'aire de protection. Vous avez le presbytère aussi qui date à peu près de la même période, un beau presbytère en briques. Et vous avez ce bâtiment-là des châteaux Beauce, parce que tout le monde, c'est tellement de maisons cossues que tout le monde disait, regarde, c'est le château de la Beauce. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la société Alzheimer, si on résume, la société Alzheimer, quand les religieux sont partis, sont retournés à Québec, là, ils sont âgés de 80 ans, là, peut-être plus. Fait qu'ils ont dit, on va retourner à la maison mère à Québec. Donc, ils ont offert le bâtiment à la société Alzheimer. Ils l'ont donné à la société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. Et la société Alzheimer a fait faire des études, puis là, ça coûtait trop cher, réaménager tout ça. Fait que finalement, ils ont mis ça en vente et c'est un promoteur qui a fait une offre, je sais pas, là, mettons, 70 000, 80 000. Puis, il est allé demander au maire de Sainte-Marie, qui est le même, qui était, j'ai oublié son nom, là, ça doit être volontaire, je ne veux pas m'en rappeler. C'est le même qui a procédé à toutes les démolitions là, dans le temps des inondations en 2019 avec le décret là, avec la sécurité publique. Puis lui, au lieu que ce soit 50 de dégâts, ça avait 33 le tiers du bâtiment l'évaluation qui était en tout cas le dégât, il pouvait démolir. Donc, il a même été plus loin que le décret par rapport aux démolitions, si bien qu'aujourd'hui, on a des champs, on a comme des espaces verts beaucoup, mais il n'y a plus de vie dans le centre-ville. Alors, ce que vous voyez là sur la photo aérienne, du côté, surtout du côté gauche, là, en face de l'église, il n'y a plus grand-chose maintenant dans cette zone-là. Donc, la société Alzheimer, là, il y a eu une contestation. C'est là que je vais en venir. Il y a eu justement une ordonnance qui a été faite par deux citoyens, dont Charles Breton Demeuil, c'est un jeune avocat qui a à peu près 27-28 ans, qui est vraiment un expert, qui a développé une expertise en patrimoine. Et avec un de ses collègues, ils ont écrit une lettre, ils ont simplement écrit une lettre de 2 pages au ministre, à la ministre de la Culture, Madame Nathalie Roy. Et ça a fait, autrement dit, ça a fait un peu boule de neige dans le sens, ça a bloqué la démolition parce que la ville avait accordé comme l'autorisation de démolir le promoteur.
Et parce que l'achat du château Beauce se faisait par le promoteur à condition qu'il puisse démolir la bâtisse. Lui, il voulait valoriser le terrain avec des logements ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que le GIRAM, à la suite de l'ordonnance, on a personnellement, donc j'ai monté un dossier. J'ai été dans le registre foncier, regarder tous les titres, faire l'historique. C'est très important de monter un dossier avec une bonne base historique, avec des dates, avec qui a occupé le bâtiment, à partir de telle date, etc. Bien sûr, les caractéristiques architecturales aussi. Donc, puis mentionner les agrandissements qu'il y a eu pour, bon, les agrandissements, c'est sûr que ça a fait perdre peut-être un peu de valeur d'authenticité. Il reste que l'intérieur est très bien conservé. Même, on a demandé le classement de l'intérieur, etc. Mais ça, l'intérieur n'a pas été classé. Et finalement, avec ce dossier-là, on peut dire que oui, il y a eu l'ordonnance à bloquer la démolition, mais c'est un peu grâce au gérant qui a demandé formellement le classement. Si personne ne le demande, le classement, ça vient pas des anges, cette affaire-là, là, ça tombe pas du ciel. Et c'est pas le ministre qui court après les classements habituellement. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une urgence, puis trouve que c'est un bâtiment vraiment qui a une valeur extraordinaire, exceptionnelle. Donc, le dossier, il y a eu un avis d'intention, classement, et le dossier, le Château Beauce a été classé, donc, en 2020. Pas seulement que la bâtisse, mais aussi le terrain. Donc, c'est un site en même temps, un ensemble patrimonial ou un site patrimonial. Ça ne veut pas dire que le dossier est réglé. Le bâtiment, actuellement, il appartient toujours à la Société Alzheimer parce que le promoteur, ils ont essayé de leur vendre et là, en plus, il y a eu des inondations, puis le sol a été inondé. Alors, ça devient un monument mort. Il est classé. Qu'est-ce qui va se produire après? Il y avait comme on peut dire, un groupe religieux qui avait pensé de l'acheter, justement, même après les inondations, mais ils se sont aperçus que les coûts, il n'y avait peut-être pas assez d'argent pour faire les rénovations ou surtout le sous-sol qui a été touché. Pas le rez-de-chaussée n'a pas été touché. Donc, c'est un bâtiment qui est actuellement inoccupé et ce qui va arriver, on ne sait pas parce que la Société Alzheimer, bien sûr, ils investiront pas beaucoup pour l'entretenir. Donc, idéalement, si quelqu'un l'achetait et classé, c'est une belle résidence, mais ça prend quand même un peu des sous pour le remettre en état ou leur faire 4 logements dedans. Mais il y a des bâtiments même en arrière, là. C'est sûr que peut-être l'épée de Démoclès des inondations refroidit peut-être aussi des acquéreurs potentiels. Il y a un autre dossier de Giram, on en a demandé quelques-uns, donc puis là, on a demandé à la Fondation Vimy, parce que la Fondation Vimy, c'est un organisme justement qui est basé à Montréal, qui veut protéger les vestiges de la Première Guerre mondiale à travers le Canada, mais surtout ici au Québec. Là, les autres, ils ont des bureaux à Montréal, donc ce qui se passe au Québec sont intéressés aussi. Et ici, dans ce cas-là, c'est en 2021, donc en premier, on s'est aperçu que le promoteur qui a acheté le terrain, l'a tout déboisé. Donc, on a eu une lanceuse d'alerte, si on peut dire, qui nous a dit, regarde, il y a un déboisement majeur, puis nous, on n'accepte pas ça, des déboisements comme on a fait sur le bord d'une falaise en face de l'île d'Orléans, ici à Beaumont. Il y a des lignes d'hydro qui traversent l'île, là. Les lignes d'hydro, c'est ça qui est le plus beau. Vous pouvez les enfouir un jour, ça sera bien. Donc, vous avez une base de canon, il y en avait 2. Et à ce moment-là, c'est lors d'une conférence de presse qu'on a faite sur le terrain pour dénoncer le déboisement qu'on a appris d'un conseiller municipal que c'était fini, ces affaires-là. Il fallait démolir. Il fallait conserver juste si on peut dire, le dépôt de munitions qui est comme en souterrain, sous un talus de terre. Et où on déposait les munitions, puis il y avait comme une petite voie ferrée en bois, là, voie ferrée en bois, en tout cas une voie de transport pour amener les munitions vers les 2 bases de canon.
Donc, c'est sûr que le béton est un peu magané, mais il reste que des vestiges comme ça, il n'y en a pas énormément. Il ne s'agit pas de reconstruire tout ça, mais d'aménager un parc pour expliquer la signification, la symbolique de ce site-là. C'est ça qui est important. Donc, actuellement, le promoteur, justement, il y a une semaine ou deux, il a intenté une poursuite contre le ministère de la Culture parce que le site est classé officiellement là, depuis le mois d'août. Il y a eu un avis d'intention en février 2022 et le site est classé le 4 août. Un décret. Vous savez, le classement, c'est un décret gouvernemental. Le ministre de la Culture propose ça au Conseil des ministres et on élabore un décret pour justement classer un site, un bâtiment, etc., un immeuble. Donc, là, on ne sait pas ce que ça va faire, mais je pense pas qu'il y ait des grandes chances. Le promoteur, je pense que le gouvernement a le droit de classer. Lui, il dit, ça n'a pas de bon sens, c'est une cochonnerie, ça m'empêche de vendre 9 terrains autour, etc. D'ailleurs, la municipalité est après, ça avait été cité par la municipalité en 2014, la municipalité est après à redonner ça pour 120 000 au promoteur, alors qu'il vend les terrains. Ça faisait au moins deux terrains, ça, c'est les deux bases de canon. Alors qu'il vend ses terrains à peu près 200 000 chacun. Donc, c'est un marché de tout pour la municipalité. Et il y a eu une contestation de citoyens, de Giram et d'autres. Puis finalement, la municipalité a décidé de ne pas aller de l'avant avec cette transaction-là justement pour justement accommoder le promoteur. Un autre dossier qui est très important, qui a demandé beaucoup d'énergie, c'est le dossier de Saint-Michel-de-Bellechasse. Il y a deux dossiers, en fait, dont je vais vous parler. C'est surtout Saint-Michel et Saint-Gédéon-de-Beauce, qui est plus récent, donc à l'hiver 2023. Le dossier de Saint-Michel date de 2020. Dans le cas de Saint-Michel, c'est que la municipalité a acheté en 2017 le presbytère qu'on voit ici du haut des airs et la Grange Adine, le cimetière, puis des terrains tout autour avoisinants qui servent soit de stationnement ou d'espace. Donc, tout ça, c'est la fabrique qui a décidé de se départir de ça. Le maire Vézina, qui était en place à ce moment-là, c'était quelqu'un né à Saint-Michel, tenait donc à conserver ça à des fins publiques. Parce que le village Saint-Michel, c'est un beau village, on peut dire maritime, avec son quai. Le quai est pas mal magané, il est plus d'enrochement que le quai traditionnel. Mais c'est un peu comme Kamouraska. C'est sûr que c'est moins populaire que Kamouraska, mais c'est près de la ville. Il y a beaucoup de gens. Il y a une marina aussi, une port de plaisance. Donc, c'est un endroit. Puis le village aussi, regardez l'alignement des maisons ici dans la côte, du côté sud de l'église. Donc, c'est un des beaux villages reconnus au Québec là, par l'Association des beaux villages québécois. Donc, on va regarder ces deux dossiers-là. Le dossier Saint-Gédéon, ben là, on va en parler plus en détail. C'est plus le couvent qu'on voulait vendre. Alors, et d'un côté, Saint-Michel, pour continuer l'histoire, c'est que là, ça a changé en 2000, en 2000, c'est ça, 2018, ça a changé de conseil. Et là, le maire qui est en place avec les conseillers, il voulait rien savoir d'avoir un presbytère propriété de la municipalité. Et c'est pour ça qu'on a entrepris des mesures de classement, une demande de classement pour contrer l'idée du conseil municipal de l'époque de vendre le presbytère ou de vendre, de développer autour du presbytère. Autrement dit, de le prendre en sandwich avec des immeubles qu'on vendrait au privé, quelque chose de commercial ou autre. Donc, on a voulu protéger parce que ce qui est beau, un cœur institutionnel comme Saint-Michel ou Saint-Gédéon, c'est le dégagement. Faut que ça respire un cœur de village. Puis je vois pas pourquoi qu'on passerait des bâtiments, surtout des bâtiments nouveaux qui s'intègrent en général à peu près pas. Fait que ça détériore au niveau de la valeur patrimoniale, la valeur aussi esthétique. Donc, parlons-en de Saint-Michel. Donc, c'est sûr que
personne, pourquoi que c'était pas classé avant alors que c'était bien classable? C'est que personne ne l'a demandé. C'est aussi simple que ça. Si vous ne demandez pas, vous avez un beau bâtiment dans votre village, mais personne ne le demande, le classement. Vous avez un bâtiment qui a une valeur d'intérêt public, même national, mais personne n'a pensé de demander le classement. Il ne sera jamais classé. C'est pas le ministère qui, c'est rare, en tout cas, j'en connais pas beaucoup de cas. C'est le ministère qui a couru après pour classer un bâtiment. Donc, si vous avez le presbytère qui date de 1739 dans la partie qui est à droite, il y a eu une rallonge en 1791 et il y a une petite cuisine d'été ici qui a moins de valeur, avec des galeries tout le tour. Par contre, il y a eu un genre de rehaussement du toit. On n'a pas le toit d'origine parce qu'en 1854, il y a eu un rehaussement du toit, mais ça lui enlève pas sa valeur intrinsèque parce que ça s'est fait de façon avec, si on peut dire, avec la bonne période. Ça s'est fait selon les critères de cette période-là, qui étaient quand même des critères qui étaient en continuité avec notre architecture traditionnelle, si on peut s'exprimer comme ça. C'est un des plus vieux presbytères presque en Amérique, en tout cas au Québec, c'est sûr, c'est peut-être le deuxième, troisième plus vieux. Peut-être à Nawaki, qui a le presbytère en pierre, là, qui est là, qui est peut-être un peu plus ancien. Et 1739, là, c'est quand même, c'est d'origine française, c'est quand même un des plus vieux ici au Québec. Avant ça, il y avait une grange à dîmes qui était beaucoup plus longue que ça. La grange à dîmes est taulée. Elle n'a pas l'air si vieille, là, mais j'ai rentré dedans, j'ai pris des photos, il y a des clous forgés au plancher, la structure est faite aussi très traditionnelle. Donc, ça daterait à peu près de 1840, mais était beaucoup plus grande que ça. La grange à dîmes, c'est pour entreposer les récoltes que les paroissiens donnaient au curé, ils pouvaient revendre des choses pour peut-être se faire un petit revenu. Donc, il y a deux dossiers là-dedans. Il a fallu préparer un dossier pour le presbytère en lui-même. Intrinsèquement, le presbytère valait un classement. Et aussi, pour protéger l'ensemble, j'ai monté un dossier comme site patrimonial aussi. Ça comprenait, bien sûr, le site patrimonial comprend l'église, le presbytère, la grange à dîmes, tous les terrains. Il y a un couvent qu'on aurait pu rentrer dedans, le couvent des sœurs Notre-Dame. Alors, le couvent qui date de 1860 en briques, aurait pu entrer, on aurait pu entrer peut-être. Mais on s'est dit, si les religieuses veulent rien savoir, ça risque de nuire au dossier, donc on n'a pas plus de chance. Puis en passant, le maire Tessier, on va le nommer, c'est enregistré, ça, parfait. Alors, le maire Tessier qui s'est représenté aux élections, il a perdu à plate couture, toute son équipe a perdu. Il y a eu 80 votes, puis le maire qui a gagné, M. Garneau, a eu 900 votes. Donc, il y a eu 10% du vote. Ça montre que quand on va contre des idées d'une majorité de la communauté, au moins on est en démocratie et on peut donner une claque à la gueule à celui qui a prôné ça. C'est ce qui est arrivé. Alors, la photo aussi, vous voyez, c'est avec un drone de journaliste du soleil, ça donne un bon aperçu, c'est l'automne, donc les feuilles sont tombées, donc on voit bien l'ensemble. On voit que le fleuve est pas loin, puis on voit un peu le quai, mais avant ça, il y avait un quai traditionnel de 1858. Et là, on a crissé des roches pour faire une rallonge, là, puis faire la marina. Donc, c'est pas nécessairement toujours esthétique. Moi, je trouve que la façon qu'on refait des quais ou par rapport à Nouvelle-Angleterre, au moins en Nouvelle-Angleterre, si on va dans le bout de Boston, on place les pierres de façon un peu plus esthétique que ici, on les place à pelle mécanique assez vite. Juste un petit message de paysage en même temps. On voit bien là, la rade, puis l'ancien quai, c'est à peu près à l'emplacement de l'ancien quai, mais là, ça fait comme une petite promenade dans le
Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un ensemble. Il y a beaucoup de pilotes dans ce village-là. Donc, il y a une rue ici, la rue Saint-Joseph. Il y a beaucoup de vieilles maisons, maisons de 1850 construites par les pilotes. C'est eux autres qui structuraient le village parce que les autres, c'était pas des cultivateurs qui venaient prendre leur rente, si on veut dire, déménager au village après que le garçon avait pris la terre. Donc, c'est des professionnels du domaine. Donc, aussi, pour vous dire que lorsqu'on monte un dossier, surtout dans le cas présent, le conseil municipal n'était pas trop de notre côté. Il faut aller chercher des appuis. Donc, il y a eu une nouvelle société qui venait de se créer, la Société du Vieux-Bourg de Saint-Michel. Pas le Vieux-Bourg parce que la seigneurie de la Durantaye était la propriété de Jacques-Michel Péan. Et il a créé un bourg, il s'est organisé pour avoir un espace pour créer un village, un peu comme Château-Richer. Ça, c'est en 1754. Donc, c'est un des premiers bourgs avec Château-Richer, puis un autre dont j'oublie le nom, qui ont été créés à cette période-là, parce que nos villages québécois, c'est pas des villages, c'était des agriculteurs qui étaient dans le village, à part du cœur institutionnel, église, presbytère, cimetière, puis parfois un couvent ou une école. Oh, donc, on a eu l'appui dans ce dossier-là parce que la fabrique occupait encore, louait le presbytère, était locataire du presbytère, même ils sont fait mettre dehors par l'ancien maire. Donc, c'est sûr que là, on a eu un appui assez facilement de deux organismes, la fabrique de la paroisse Saint-Michel, qui est maintenant qui regroupe plusieurs paroisses, et la corporation du cimetière du bois de Bellechasse, là, en tout cas, je sais pas son nom, mais faut aller chercher aussi des appuis de sociétés d'histoire, la Société historique de Bellechasse en particulier, l'ACMAC, ça aurait pu être aussi une Fédération Histoire Québec qui aurait pu appuyer ce dossier-là. Il n'y a plus d'autres dossiers. Donc, c'est comme ça qu'on a monté un peu le dossier, mais c'est très important d'aller chercher des appuis. Ça aide aussi le dossier si on peut joindre des lettres d'appui à la demande de classe. Quand on monte un dossier aussi, c'est important d'aller chercher des photos anciennes, de faire un recueil de photos. Si on a 100, si on n'est pas obligé d'en mettre 100, mais on met les meilleures, on met les plus intéressantes, les plus parlantes, celles qui peuvent aider le ministre et ses fonctionnaires à prendre une décision. Donc, les photos anciennes, c'est sûr que dans un village, ça peut être assez facile là, quand les gens se connaissent là, et finalement ils savent, surtout moi je suis pas de Saint-Michel, donc la société du Vieux-Bourg a été utile pour trouver les photos. Il y en a que j'ai trouvé parce qu'on peut aller sur BANQ, images numérisées, puis là on peut avoir accès à certains marqués Saint-Michel ou marquer votre place de votre ville. Vous allez peut-être trouver certaines images. Surtout si votre bâtiment avait une certaine réputation, était assez reconnu anciennement, dans le passé. C'est sûr qu'on va avoir des photos, on va avoir des cartes postales dans certains cas, etc. Donc, c'est important de trouver ces éléments iconographiques. Des plans anciens aussi. Si on peut faire une visite à l'intérieur, on prend des photos aussi à l'intérieur du bâtiment. Ici, c'est des cônes. C'est sûr que c'est pas une structure et qui est carrée à la hache, mais qui est pas aussi ancienne que celle d'origine. On a par contre des cheminées de pierre au bout d'ici, dans un des murs. On a aussi le crépi là, qui est sur les murs. On a aussi l'aménagement intérieur qui date plus de la rénovation 1850, les plafonds à caissons, les planches. Maintenant, comment qu'on va maintenant pour faire l'historique plus, si on peut dire, des actes notariés, puis savoir c'est qui était propriétaire, c'est important de le faire. Donc, le registre foncier, c'est un instrument indispensable, surtout pour un bâtiment qu'on peut remonter facilement. Moi, je m'en sers régulièrement
la ville de Lévis, vous savez qu'il y a beaucoup de demandes de démolition. La ville est en développement. Il y a plein de promoteurs que j'appelle, moi, avec le signe de pierre dans le front, qui voient dans le vieux quartier, qui voient une vieille maison qui n'a pas l'air entretenue beaucoup, qui a un grand terrain. Fait que là, ils utilisent ça pour densifier puis faire de l'argent vite. Donc, il y a beaucoup de demandes de démolition. C'est pas toujours des bâtiments de 1750, là. C'est souvent des bâtiments de 1850, de 1900, mais c'est des bâtiments qui font partie du paysage urbain, qui sont dans un quartier ouvrier parfois, mais qui ont le mérite aussi de structurer, de donner une lecture de l'espace urbain traditionnel. C'est pour ça que si le Vieux-Lévis, Vieux-Lauson avait été classé, ben, il aura fallu que ça passe par le ministère avant de. Donc, le ministère aura donné son avis avant qu'on puisse démolir. Alors que là, actuellement, on démolit, je trouve, beaucoup facilement ici à Lévis. Donc, à chaque cas de demande de démolition, il faut surveiller les avis publics. Ça, c'est très important. Si vous êtes dans une ville où, normalement, c'est sur Internet, l'avis public de démolition. Donc, il faut réagir. On a 10 jours à peu près pour réagir. Dans le temps de la COVID, on avait donné 15 jours. Là, ça se faisait plus par le web. Et là, maintenant, il y a des séances de comité de démolition. Si on s'oppose, ben, ceux qui s'opposent peuvent prendre la parole. Et même ceux qui ne se sont pas opposés, s'ils sont dans la salle, ils peuvent appuyer ceux qui s'opposent, ils s'objectent à une démolition. Donc, la façon de connaître l'historique d'un bâtiment, mettons, de 1890, si on est chanceux, on peut remonter assez facilement tout l'historique des propriétaires. Et des fois, on découvre, oups, il y a quelqu'un d'important qui a été propriétaire de cette maison-là, ou quelqu'un d'un personnage un peu plus connu. Ça donne une valeur ajoutée, si on peut dire, au dossier pour défendre le bâtiment. Donc, première chose, il faut aller, bien sûr, vous allez aller, par exemple, avant d'aller au registre foncier, vous allez aller dans le rôle d'évaluation municipale. Avec un numéro de porte, normalement, vous allez être correct d'avoir accès à la fiche d'évaluation. Là, on va vous dire la maison est évaluée à 200 000, le terrain à 200 000. Même à ce moment-là, on peut s'en servir comme argument parce que si la maison est évaluée à 200 000 puis on va la démolir, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Soit qu'on l'a surévalué, une fois que le propriétaire qui vient d'acheter la maison l'a démolir, par exemple, c'est sûr que pour lui, elle ne vaut rien parce qu'il y a un projet en tête qui va valoriser le terrain. Lorsqu'on va sur le rôle d'évaluation, forcément, avec le numéro de porte, là, ou le numéro de vous allez avoir un numéro de cadastre. Aujourd'hui, avec la refonte du cadastre cadastral des années 95, 16, à ce moment-là, c'est des millions. Hein, des millions. Avant ça, on avait des petits numéros, 1232, etc. Donc, là, il faut inscrire votre numéro de cadastre. Et là, vous pouvez aller au registre foncier. Le numéro de porte, je pense pas que vous allez aller bien loin sur le registre foncier. Donc, le registre foncier du Québec, c'est en ligne. Ça coûte $1 chaque consultation. C'est pas une fortune. Ouais, si vous êtes un organisme, vous enverrez la facture à votre organisme. Moi, si je fais 20 consultations, j'envoie la facture au gérant. On fait assez de bénévolat comme ça, là, on ne commencera pas à payer le registre foncier en plus. On n'a pas le goût de le payer. On est indépendant de fortune, là, on n'est pas Pierre-Carl Pélagie. Alors, avec votre numéro de cadastre, vous allez aller, bien sûr, vous allez enregistrer votre carte de crédit. Bon, l'argent comptant, ça ne marche pas. Donc, en enregistrant votre carte de crédit, vous êtes comme un consultant occasionnel. C'est sûr, quelqu'un qui y va souvent, il peut ouvrir un compte. Si vous y allez seulement qu'une fois par année, ben, ouvrez pas un compte, mais consultation sporadique, là, occasionnelle. Donc, client occasionnel, vous cliquez là-dessus pour rentrer votre carte de crédit. Là, vous pouvez marquer 5 c'est le minimum, 10 etc. De toute façon, si vous avez atteint 5 ils vont vous demander d'en remettre. Donc, là, après ça, il va dire oui, vous pouvez consulter ou cliquez sur consulter.
Et là, il va apparaître ce que vous avez à droite. Est-ce que vous allez consulter l'acte au long? Mais, à moins d'avoir le numéro d'acte au long, mais si vous ne l'avez pas, à ce moment-là, il faut aller dans l'index des immeubles. Vous allez aller dans l'index des immeubles. Là, vous allez avoir la liste des transactions. Mais vous allez avoir les transactions récentes, surtout. Mais il va y avoir, des fois en bleu, acte numérisé. Et là, en cliquant là-dessus, vous allez avoir tous les actes, mettons, que vous pouvez remonter à 1900 avec ça. Des fois, c'est complexe parce que là, on se fait semer dans la brume parce qu'il y a des restructurations qui ont eu lieu. Puis là, c'est un peu plus complexe. Surtout en ville, ça peut être un peu plus complexe. Il y a eu plusieurs transactions, puis dans le passé même aussi, des faillites, des reprises, des saisies, etc. Alors là, vous pouvez remonter, mettons, ça va bien, vous pouvez remonter jusqu'à 1880 peut-être, en tout cas. Et à partir de 1880, là, ça se complique. Là, il faut aller dans un autre registre. Autre registre, c'est marqué. Là, vous pouvez avoir tous les actes là, qui ont été passés dans le comté en question. Là. En général, c'est par comté. Puis là, avec le nom du propriétaire, données propriétaires. Mais ce qui est très important, on peut aller aussi aux archives nationales, soit à Montréal ou à Québec, peut-être à Trois-Rivières aussi. Là. Moi, je vais à Québec, à l'Université Laval, sur le site de l'Université Laval. Les archives sont là, au troisième étage. Et là, avec le nom du notaire, et quand vous savez à quelle période, on peut aller dans Parchemin. Parchemin, c'est comme un dossier numérique là, de tous les actes. Puis on peut mettre le nom du propriétaire, puis on peut le nom du notaire. Puis si on sait si tel notaire a pratiqué dans la région ou à telle municipalité dans telle période, ben là, souvent, on essaie de trouver. Donc, des fois, moi, je l'ai fait beaucoup parce que j'ai fait 2 livres, Les Excommuniés de Saint-Michel en 2015 et la Seigneurie de Vincennes, une histoire de Lauson et Beaumont en 2022. Et je fais l'histoire du monde ordinaire. Donc, l'histoire du monde ordinaire, c'est pas tous des politiciens, c'est du monde ordinaire. Donc, c'est des actes, des mariages, des actes de mariage, un contrat de mariage, des, des trucs, des inventaires après décès, etc., là, des transactions, des donations. C'est comme ça qu'on voit si ces gens-là étaient riches, pauvres, etc., si, dans quel état ils vivaient, quelle était leur situation, si c'est des agriculteurs, etc., combien il y avait d'animaux, inventaires après décès. On trouve plein de choses pour faire l'histoire. Si vous voulez faire l'histoire de votre ancêtre, ben, c'est beau faire l'histoire, la chaîne, si on peut dire, de notre ascendance. Ouais. C'est beau, là, mais c'est encore plus le fun de trouver c'est où qu'il y avait une terre, lui, parce que tout le monde avait été paysan en 1840, 50. Fait que c'est où qu'il y avait sa terre, dans quelle municipalité, à quel lot précisément, on peut le trouver. Moi, je l'ai trouvé dans les Escommunies de Saint-Michel. Et mon ancêtre Pierre Cadrin, qui s'est enterré sur sa terre en 1781. Et j'ai même trouvé des racines qui avaient fait leur testament, puis ils voulaient être enterrés au cimetière catholique de Saint-Michel, finalement, qu'on les a retrouvés là. Alors, ça, c'est une autre histoire. Alors, ça va pour ça, là. Il y a des questions spécifiques là-dessus, mais c'est sûr que je ne peux pas travailler avec l'écran actif là, pour vous autres ce soir. Donc, le dossier de Saint-Michel, ça a été, comme je vous ai dit, ça a été un dossier qui a été appuyé à part de la municipalité. C'est sûr que si la municipalité avait été favorable, on aurait demandé l'appui de la municipalité. Mais là, le maire, il voulait vendre un presbytère. C'est sûr que... Et en le classant, ben là, il a perdu ses élections. Mais mettons qu'il aurait gagné ses élections, un presbytère classé, c'est sûr, puis avec le terrain classé, ben là, il ne pouvait plus faire tout ce qu'il voulait au niveau des ventes, au niveau du développement du site en question. Alors, pour vendre le presbytère, il a fallu qu'il demande l'autorisation du ministère. Mais ce qui arrive, ça rebute très souvent les acheteurs d'avoir un bâtiment classé. C'est comme ça au Québec, si vous voulez. Aussitôt que c'est classé, on dirait que les gens ne veulent pas de contraintes. Et on est habitués, nous autres, d'être élevés dans le bois, là, ça a l'air. Fait que c'est sûr que les contraintes, les gens ne courent pas après ça beaucoup. Même s'il y a des subventions dans certains cas. Donc, j'ai monté un dossier pour le président de 31 pages.
Parce que là, vous avez le formulaire officiel que vous allez envoyer au registraire du patrimoine culturel du Québec. Ça, c'est le formulaire officiel. Donc, il faut avoir les numéros de cadastre de la propriété, il faut donner la justification, etc. Là, c'est qui est propriétaire du bien, bien sûr, c'est quoi qu'on va faire classer, etc. Donc, c'est un formulaire un peu froid, un peu aride. Là, on peut joindre les photos à la fin, en annexe, là, on peut joindre toutes les photos qu'on veut, les contrats, si on veut des contrats de transactions quelconques on veut annexer, on peut le faire. Maintenant, moi, je préfère, on remplit ça, mais je préfère donner une valeur ajoutée au dossier en faisant un dossier plus vulgarisé où on intègre les photos avec les justifications, la valeur historique du bâtiment ou du site, etc. Donc, ça fait quelque chose de plus, si on peut dire, moins indigeste. Et surtout, lorsqu'on veut le présenter aux députés du comté, lorsqu'on veut le présenter, même l'envoyer au ministre, moi j'envoie une copie au ministre comme ça, là, fait que les attachés politiques du ministre regardent ça, c'est plus facile, ils voient l'ensemble, ils voient des photos tout de suite, et ils comprennent les enjeux un peu plus rapidement comme ça. Puis, la même chose, j'ai fait la même chose pour le cœur institutionnel, là, pour la demande de site patrimonial pour tout le terrain d'église, et aussi tout ce qui comprend ce site-là patrimonial. Donc, c'est aussi pour les médias. Si vous faites une conférence de presse pour annoncer, par exemple, vous faites une demande de classement, ça, c'est bon parce que vos ministères ils vont découper les coupures de journaux, puis ils vont voir que le dossier, finalement, il est publicisé. Il y a du monde qui, finalement, il y a des articles dans le petit hebdo local ou dans le journal de Québec ou quoi que ce soit. Donc ça donne, habituellement, ça donne une chance au dossier. Ça peut pas nuire. C'est pour ça que aller faire une conférence de presse avec le formulaire, ben, bonne chance. Les journalistes, là, ils trouveront pas ça très, très gagnant, cette affaire-là. Donc, on a eu une bonne nouvelle. On peut dire que la CAQ, en tout cas, ils se disent nationalistes. Fait qu'il faut croire que c'est dans leur orientation là, de classer un peu plus, parce que ça fait partie de classer pour notre patrimoine, c'est un volet du nationalisme. Parce que, d'après moi, ce qui nous distingue au Québec, c'est la langue, mais c'est aussi nos bâtiments. Donc, la langue, notre culture, mais les bâtiments, notre architecture dans le paysage, vous allez en Nouvelle-Angleterre, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. On a une architecture unique, mais malheureusement qui disparaît à vue d'œil. Et on conserve juste des îlots, si on peut dire. L'île d'Orléans, c'est un site patrimonial. Et certains cœurs de village, là, il y a une sensibilité un peu plus grande au niveau peut-être municipal dans certains cas, mais c'est pas toutes les municipalités. Donc, c'est un statut prestigieux. Et surtout le classement national. C'est national, là. C'est pas une citation. C'est un classement national qu'il y a eu à Saint-Michel. Donc, on peut s'en servir pour promouvoir touristiquement le village. Il peut y avoir des petits commerces qui vont se développer à cause de l'affluence touristique. Actuellement, ben, depuis 2 étés, dans l'église, on a exposé la collection miniature de toutes les maisons traditionnelles, des métiers traditionnels, etc., d'un paysage traditionnel fait par l'artisan Daniel Pouliot, qui vient de décéder. Donc, si vous passez à Saint-Michel l'an prochain, rentrez dans l'église durant l'été, vous allez voir, c'est une collection extraordinaire de miniatures, de bâtiments traditionnels, de paysages traditionnels du Québec. Donc, c'est un statut prestigieux. C'est sûr que la citation aussi, mais c'est un peu moins national. Ça sera pas publicité tant que ça à l'échelle nationale quand c'est une citation. Et ça a l'avantage, après ça, d'être sur le registre du patrimoine culturel du Québec. Donc, le registre, c'est officiel. C'est tous les bâtiments classés
ou cités par la municipalité qui sont sur le registre du patrimoine culturel. Le répertoire, c'est autre chose. C'est sûr que les bâtiments qui sont sur le registre sont aussi sur le répertoire. Mais à un moment donné, vous allez lire que tel bâtiment est sur le répertoire, mais il n'est pas classé. Il y a une certaine valeur historique, mais il n'a jamais été classé. Mais quand il est classé, on va donner l'information, on va dire classé en telle année, etc. Les raisons du classement. Donc, l'autre dossier, c'est Saint-Gédéon. Donc, le cas de Saint-Gédéon, c'est plus un acte de prévention devant l'éventualité d'une mise en vente du couvent, du fameux beau couvent. C'est une photo de Pierre Lahoud, qui prend beaucoup de photos aériennes des historiens depuis longtemps. D'ailleurs, qui vient d'avoir le prix Gérard Morisset il y a quelques jours. Donc, vous avez un couvent qui a vraiment de l'allure, puis un cœur de village aussi, plus 19e, le 20e siècle, début du 20e. Donc, on ne peut pas classer juste ce qui a 300 ans ou 200 ans. Il faut classer aussi. Puis en Beauce, il n'y a presque rien de classé en passant. Donc, dans ce cas-là, on peut consulter s'il y a eu des inventaires patrimoniaux de fait dans votre NRC, vous pouvez consulter l'inventaire. Vous allez peut-être retrouver ce bâtiment-là, vous voulez faire classer ou citer dans l'inventaire patrimonial. Puis là, on décrit souvent sa valeur. Il y a des fiches parce qu'on a engagé des consultants. Et d'ailleurs, avec la loi 69, la version de la loi 69, qu'on a amendé la loi sur le patrimoine culturel, les municipalités, je pense que c'est d'ici 2024, vont être obligées de faire des inventaires et d'avoir des comités de démolition. Avant de démolir, avant de donner ça sur un coin de table, un permis de démolition, ils vont être obligés donc de faire une réflexion un peu plus sérieuse. Ça va passer au comité comme un comité local de patrimoine, commission consultative d'urbanisme peut jouer ce rôle-là aussi, avant de donner le feu vert. Donc, dans le cas de Saint-Gédéon, c'est une jeune historienne de l'art qui étudie à l'UQAM, je crois, qui s'appelle Sophie Quirion, qui a sonné l'alarme. On est en plein mois de décembre, elle a fait paraître quelque chose en Beauce, c'est un journal numérique, un hebdo numérique dans le coin de Saint-Georges, tout ça, en vallée de la Chaudière, et elle a donné son argumentaire dans une lettre ouverte. Et ça a fait boule de neige. Elle a envoyé ça probablement à Jean-François Nadeau du Devoir, qui a fait un article dès le 5 janvier. Et c'est beau, là, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et comme j'ai marqué, entrée en action du GIRAM le 15 janvier. Tu lis ça, tu regardes le couvent, tu te dis, oh, on dit que c'est beau ce couvent-là, ça a une belle unité, c'est vraiment un bâtiment majeur pour ce village-là. Ils vont vendre ça à un promoteur. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a un grand terrain. Le promoteur, ça peut arriver qu'il l'utilise pas, c'est-à-dire qu'il ne conserve pas, qu'il laisse se détériorer. Ils disent, ben là, on va construire des logements pour les gens de Canam, pour les immigrants qui viennent travailler à Canam, ça prend du logement. Fait que, regarde, je vais développer un complexe de logement ou pour les personnes âgées, etc. Et le but premier, c'est de faire de la pièce vite. Hein? Fait que là, on est confronté, on voit ça dans les journaux, il y a eu une lanceuse d'alerte grâce à elle. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là que, personnellement, j'ai dit au GIRAM, aux membres du CA, pour faire quelque chose. Je me suis rendu un dimanche, j'ai appelé la secrétaire, si on veut dire la secrétaire municipale, la secrétaire trésorière de la municipalité, je ne sais pas si elle a un autre nom. Et là, j'ai parlé de ce dossier-là. Fait qu'elle m'a expliqué. Elle était quand même ouverte. Elle m'a envoyé des informations. Donc, j'ai pas eu besoin de passer à l'accès à l'information. Des fois, c'est fermé pas mal. Là. Fait que plus qu'on peut récolter d'informations, mieux que c'est dans un cas comme celui-là. Et d'avoir une entente avec la municipalité, c'est encore mieux que pas de n'avoir. C'est en grippe. Donc, la municipalité ou que la municipalité... et de voir débarquer le GIRAM, ben, le GIRAM, tu tapes GIRAM, ben, tu vois qu'on est un groupe assez actif. Fait que le maire, il a dû dire c'est qui le GIRAM. Finalement, il s'est fait dire en allant sur Internet par la secrétaire qu'on a eu quelques dossiers à nos actifs, ou aussi quelques contestations. On a combattu Rabasca dans les années 2008 2004 à 2008.
le projet de terminal méthanier en face de l'île d'Orléans à Lévis, à l'est de Lévis. Donc, je vais rencontrer les gens. Les gens d'une petite municipalité rurale comme ça sont super gentils. Euh, Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller les rencontrer, de leur parler. Ils vont nous fournir de l'information. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait plein de monde qui raconte ça. on arriverait au terme de notre heure de rencontre si Oui, on peut conclure rapidement pour laisser la place aux questions. oui, OK. Merci Je beaucoup. vais passer les photos aussi. Fait que ça, c'était le vieux, le premier bâtiment. Ça, c'est le bâtiment de 1910. On a transformé le bâtiment ici on y a relevé un étage, comme on a vu tantôt, on va le revoir. Et ce que je peux dire, c'est que on voulait vendre un bâtiment qui était super utilisé. C'est ça qui est aberrant. Et même le député de Beau-Sud, Samuel Poulain, trouvait ça aberrant aussi, la CAQ. Parce que le bâtiment, la chapelle a été transformée en petite salle de spectacle. Là, il y a un petit musée qu'on a reconstitué à partir de l'hôtel. Le CLSC dans la bâtisse. Le conseil municipal siège dans ce bâtiment-là. L'âge d'or et des groupes communautaires, etc. Donc, c'est un bâtiment super occupé dont on veut se départir. Et on voit l'aile qui a été construite en 1928 à partir de la vieille partie. Et c'est un parc public en même temps qui est au cœur du village. Donc, dans ce cas-là, on a demandé à la fois, parce que c'est rare, les cœurs de village du début de 1900 sont classés par le ministère. Donc, on a demandé un site patrimonial et on a demandé le couvent comme immeuble patrimonial pour le classement. Ça, c'est donc, on peut aller dans les cadastres, on retrouve des fois des plans comme ceux-là. L'église aussi est quand même intéressante, construite en 1908. Le presbytère, l'ancien presbytère. Et les gens, je prenais des photos, les gens sont sortis, les propriétaires, ils ont acheté le presbytère, un jeune couple dans la quarantaine, là. Ils ont acheté le presbytère en 2014. Là, ils se demandaient pourquoi je prenais des photos, mais ces gens-là ont collaboré, ils ont été prêts même d'inclure le presbytère dans le site patrimonial. Ça, c'est un truc assez inusité. C'est le podium papal qui avait été érigé quand le pape est venu en 1984 à l'Université Laval dire la messe sur les terrains de l'université. C'est Canam, l'industrie locale, qui avait fabriqué ça, fait qu'on a rapatrié. Et au niveau de l'inventaire, il y avait même je sais pas, le croix, le calvaire, là, qui était reconnu dans l'inventaire patrimonial. Donc, conclusion, je pense que ça prend des dossiers. Si vous voulez faire classer un bâtiment au niveau du ministère ou au niveau des citations, ça prend un dossier bien monté. Comme vous avez vu, photos, historique des propriétaires, aller au registre foncier, etc. Avoir des appuis de municipalité, c'est toujours mieux. Mais si on n'a pas, regardez Saint-Michel, on n'a pas d'appui de municipalité, mais si on a d'organismes nationaux, d'organismes locaux, c'est sûr que ça va aider. Si le ministre sent qu'il y a un appui dans ce classement-là, ça peut aller plus vite. Donc, on peut faire des demandes au niveau des citations, mais on sait comme je l'ai dit en préambule, il y a juste 900 pour tout le Québec, 900 bâtiments cités par les municipalités, ce qui est très peu. À Belleuil, on voulait en citer 55. Je ne sais pas si c'est rendu à 30 ou 25, mais les propriétaires ont regimbé, se sont révoltés un peu dans certains cas. Et c'est sûr que le classement, ça protège, ou la citation, ça protège le bâtiment en général, à moins qu'on ait un cas comme Château-Beauce, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis, je ne sais pas si ça existe encore, mais dans l'ancienne loi, il y avait une réduction de 50% des bâtiments classés là, au niveau des taxes municipales. Donc, pour protéger les bâtiments de nos villes, il faut surveiller les avis publics, les demandes de démolition. C'est la première chose, parce qu'avant de faire classer, il faut éviter qu'ils soient démolis. Et mobiliser le plus de citoyens qui peuvent être sensibles à ça. Si un organisme de patrimoine, ben, c'est sûr que nous autres, on doit avertir en premier. Par contre, un petit message en passant, il y a beaucoup de sociétés historiques qui ont peur d'aller au front. Entre autres, à Lévis, pour pas la nommer, c'est rare qu'on a eu des appuis concernant des oppositions, des démolitions. Je sais pas pourquoi, là, ça prendrait une psychanalyse.
Alors, je termine avec ça, s'il y a des questions. Merci Gaston. Oui, euh, je salue nos membres de la vie. Merci. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un geste de la main, lever la main ou écrire dans le chat. Merci. Moi, je retiens que le travail est très grand pour les sociétés d'histoire et les organismes de la fédération. C'est un travail de pédagogie auprès des propriétaires, auprès des pouvoirs publics pour continuer à montrer les différents avantages de classement, de citation. Un travail aussi très fort de représentation que vous devez faire auprès des mairies, que on peut faire nous à la fédération avec le comité du patrimoine auprès des différents intervenants des différents pouvoirs publics et des directions régionales. On a une question dans la discussion. Donc, Franck Gallard du Conseil du patrimoine religieux demande, Gaston, pouvez-vous estimer le temps que vous avez consacré au montage d'un dossier de classement en général? Le temps que ça prend? Oui, le temps que prend le montage d'un dossier. Ben, dans le cas de Saint-Michel, on peut dire que c'est quelque chose comme 3 semaines à temps plein, bénévole. Avec appui, avec Dans la... le cas de Saint-Gédéon, c'est pas mal la même chose aussi parce que il y avait un dossier de mo- euh, bâtiment, bâtiment patrimonial, immeuble patrimonial, puis un dossier de site patrimonial. Donc, deux dossiers, aller chercher l'information, rédiger. C'est pas loin de 3 semaines à temps plein. OK. On a une question de Louise Legault. Louise Legault, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez simplement... Voilà, parfait. Oui, bonjour. On a déjà déposé une demande de classement. Je travaille avec un organisme environnemental. Une fois que ça c'est fait, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Ben, c'est sûr que un coup que la demande de classement est faite, si ça bouge pas, ben, faut peut-être aller faire quelque chose au niveau des médias pour que le dossier soit repris au moins par certains médias. Et ça peut, ça peut pas nuire, là, tu sais, si les médias en parlent. Mais on peut peut-être renvoyer une lettre au ministère ou que le dossier est vérifié ou que le dossier est rendu. Mhm. Ça se peut que, dans certains cas, là, c'est arrivé des demandes de classement, mais on n'a jamais eu de réponse. Comme à la ville, on nous demandait une citation, mais on n'a même pas eu un accusé de réception, là. C'est un peu frustrant, là. Et à ce moment-là, c'est sûr que si c'est notre ville où on peut aller reposer la question, c'est sûr. Et si c'était au niveau du ministère, ben là, il faut peut-être contacter un fonctionnaire à la limite ou le cabinet du ministre. Au cabinet, ils peuvent nous répondre aussi. Là, nous, on a eu des contacts à un moment donné avec quelqu'un au cabinet. En tout cas, c'est souvent, ils nous appelaient que le dossier cheminait, avançait, dans certains cas. Et ça dépend peut-être des dossiers, de l'intérêt qu'ils ont sur certains dossiers aussi. Okay. Ça pose d'ailleurs la question des délais. C'est certain que à la fédération, tout le réseau, tous les membres, quand ils ont placé une demande, peuvent faire appel à nous pour vérifier où en est une demande. Je sais, si vous vous rappelez, la cloche de l'église de la Visitation, le dossier était déjà bien préparé par la Société d'histoire d'Aoun-Quartier-Ville et le comité du patrimoine est intervenu pour sonner les cloches pour un petit peu vérifier où en était le dossier auprès de la direction régionale. Quel est le délai que vous avez constaté dans les demandes de classement entre le dépôt d'une demande et la décision, qu'elle soit positive ou négative? À quel délai on doit s'attendre dans cette Ah, démarche? Quel délai? donc, dans les dossiers vous voyez, comme dans le cas de Saint-Gédéon, on n'a pas eu rien, il n'y a rien qui a bougé encore. On a déposé ça en février. On a eu une accusé de réception, mais pas plus, là. OK. Est-ce que c'est par manque d'intérêt, ils disent c'est pas très vieux, c'est pas important, ça devrait être une citation municipale, euh, mais au moins dans ce cas-là, la ville, la municipalité de Saint-Gédéon a changé d'idée sur la vente, puis ils voulaient découper le terrain aussi, vendre 2 terrains promoteurs, donc ils ont avec la demande de classement, ça a eu cet effet positif de, de faire changer d'opinion la municipalité. Par contre, les délais, c'est sûr que
Si un avis d'intention, ça va bien après, parce que un avis d'intention, c'est déjà une déclaration qu'il y a de l'intérêt pour le ministère. Mais s'il n'y a pas d'avis d'intention, ben, ça peut traîner, puis peut-être ça va rester lettre morte aussi. Fait que là, c'est sûr que les autres, est-ce que les fonctionnaires jugent qu'il y a un intérêt public national? C'est ça qui peut. On a déjà, comme je parlais du fort La Martinière, là, c'est un fort de 1905. Et on nous avait dit, là, à ce moment-là, ah, ça n'a pas d'intérêt national. On, donc, demander à la municipalité de s'en occuper. Donc là, c'est une façon de se désister. Quand il n'y a pas d'intérêt plus que ça, c'est pour ça que si le dossier est bien monté, si on a vraiment un argumentaire solide pour le faire classer, à ce moment-là, on peut faire des pressions. Mais si au niveau du dossier, eux autres là-bas à Québec ils considèrent que c'est pas un dossier qui mérite un classement, ben là, il faudrait peut-être questionner les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils en pensent, si, comment dit, qu'on n'ait pas d'attente pour rien. Ok. Puis je retiens aussi que lorsqu'on monte un dossier, les différents arguments, les différents éléments qui sont récoltés vont servir aux fonctionnaires, mais peuvent aussi servir à une prise de position publique, à une sortie publique, notamment avec les journalistes. Euh, Effectivement. on a une question, une intervention de Guy Théoret de Boucherville, réduction de 50% de taxes municipales, décidée par qui, obligée. Donc là, il y a peut-être des précisions à avoir sur le fait que le classement a des avantages. C'est tout un travail de pédagogie que nous devons faire, mais que le règlement n'est pas uniforme partout. Et si je comprends bien, la déduction de taxes de 50% au municipal est unique. Euh, ouais. Ça, j'ai vérifié dans le web, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que ça a été reconduit? Ça, c'était dans la loi sur les biens culturels avant 2012. Je C'est pense le vraiment changement. municipalité par municipalité. Est-ce que c'est reconduit? Là, j'ai pas, je voulais vérifier ça, puis j'ai pas trouvé. J'ai regardé ça vite, puis j'ai pas trouvé si 50% existe toujours. Mais je sais que pour les bâtiments, comme il y a un bâtiment à Beaumont, la maison Caso, je sais que les bâtiments qui sont déjà classés dans cette période-là, qui a été classés dans les années 70, et là, sont 50% de taxes municipales de réduction. Maintenant, c'est sûr qu'un bâtiment classé, ce qu'on peut faire valoir aussi, quand on vient le temps de le restaurer, ben, si le bâtiment est classé au plan national, il peut avoir euh, une contribution importante de 40%, peut-être 50% dans certains cas, comme le couvent de Saint-Gédéon, c'est classé. Là, il y a la toiture à refaire. C'est pour ça qu'ils vous la vendent. Ils disent que ça va coûter 1 million, là, à refaire la toiture en tôle à québécoise ou à canadienne. Et si est classé, c'est sûr qu'ils vont avoir de l'aide pour ça. Puis une toiture en tôle, ça va durer 100 ans. Donc, c'est un investissement à long terme. Ça paraît une grosse dépense, mais c'est un investissement qui va durer longtemps. Ok, ça répond un petit peu à la question de Linda Rivet de Histoire et Archives Laurentides, souvent vue comme une contrainte, une citation auprès la citation auprès d'un est souvent vue par les propriétaires comme une contrainte. Quels sont les arguments qu'on peut avancer auprès des propriétaires pour les convaincre d'embarquer dans le processus de classement ou de citation? Les avantages fiscaux, on en parlait, les avantages touristiques et économiques pour une ville. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut appuyer? Ça, c'est une bonne question, puis c'est dur de répondre parce que si c'est quelqu'un, par exemple, qui est sensible au patrimoine, qui est sensible à l'histoire, qui a une certaine culture comme propriétaire, il va être probablement plus facile à convaincre que celui qui se dit, ben là, si je veux vendre ma propriété, ça va être une contrainte, qui n'a pas une vision un petit peu plus de conservation, de sens de l'histoire. C'est sûr que si tu penses juste à ses intérêts, effectivement, ça présente certaines contraintes parce que là, si la maison est déjà en bon état, bien conservée, en général, les propriétaires se plaindront pas d'être classés. Mais si quelqu'un dit, moi, j'ai pas l'argent pour faire des restaurations de mon bâtiment, puis là, on va m'obliger à faire des restaurations conformes, puis ça va coûter le double, puis même si c'est une subvention, ça va être un peu l'argument qu'on va présenter.
Donc, dans certains cas, si ça donne, c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, puis la famille est réticente aussi, ou mettons que c'est quelqu'un d'assez âgé, puis les enfants sont contre. Moi, j'ai vu, même à Beaumont, j'ai vu qu'on voulait, à un moment donné, citer le domaine seigneurial. C'est quelqu'un qui était très sensible au patrimoine. Il avait tout restauré ça correctement, mais il ne voulait pas cette contrainte-là. Puis les enfants ne voulaient pas cette contrainte-là. Ils sont allés au conseil pour dire on n'en veut pas de site patrimonial de propriété ou de héritage. OK. Donc, tout un travail de pédagogie, c'est sûr que c'est un travail en continu, puis on le voit avec les assurances. C'est un travail à faire après à différents niveaux. J'aimerais prendre la question de Raymond. Raymond, si vous êtes avec nous, vous avez la main levée. La parole est à vous. Oui, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cadrin. Très intéressant. Euh, Vous avez élaboré vos dossiers avec la dimension historique des monuments qui datent de longtemps. Maintenant, est-ce que vous avez dans le GIRAM des exemples de bâtiments plus récents? Par exemple, nous, on a affaire à une église qui a été rebâtie suite à un incendie, donc la partie historique a été perdue. On a un document moderne, mais toujours communautaire, qui est abandonné maintenant pour la pratique religieuse, mais qui est devenu une utilité communautaire comme telle. Et pour aller chercher des subventions, c'est sûr que c'est et de l'intérêt pour la municipalité, c'est peut-être intéressant de faire citer les choses. Mais est-ce que vous avez des exemples de bâtiments, de lieux, de sites plus récents? Est-ce que vous parlez d'une église qui a été convertie en centre communautaire? L'église date de quelle année? 1959. Donc, c'est sûr que le patrimoine moderne devrait être considéré aussi. Maintenant, nous, au GIRAM, la seule expertise qu'on a, puis c'est pas une grosse expertise, c'est qu'on voulait démolir la commission scolaire à Saint-Damien-de-Bartlett, dans Bellechasse, voulait démolir un ensemble qui a déjà été une école normale pour filles avec des résidences, etc. Mais c'est vraiment du patrimoine par Jean-Marie Roy, l'architecte Jean-Marie Roy, qui a fait des trucs assez modernes, assez créatifs dans cette période-là. Et c'est sûr qu'on a envoyé une lettre d'appui au groupe qui voulait conserver. On trouve que ça doit être conservé aussi. Maintenant, est-ce que au niveau du ministère, on est assez avant-gardiste ou avancé pour considérer le patrimoine moderne? Je sais que dans les municipalités, au niveau des démolitions, des permis de démolition, si le bâtiment est il faut qu'il soit plus vieux que 1946 pour pouvoir passer au comité de démolition. Donc, ça veut dire que dans cette optique-là, la façon que les municipalités appliquent le comité, finalement, leur réglementation au niveau du comité de démolition, ça veut dire qu'un bâtiment de 1950 ne passe pas. Donc, là, ça prend vraiment des pressions dans le cas, par exemple, soit d'une église ou d'une école ou d'un bâtiment institutionnel qui est plus récent, ben, ça prend plus des pressions des organismes nationaux, des organismes locaux de patrimoine. Je sais qu'il y a eu une église qui était un peu dans ces années-là, à Sainte-Foy, là, dans le secteur à Québec, et qu'on a démoli quand même pour faire, je pense que les trucs de logement luxueux de personnes âgées du gouvernement, là, comment ils appellent ça, les maisons. Ouais. Gaston, c'est une maison des aînés qui a été faite. Et c'était pendant la pandémie, ils avaient mis un règlement qui obligeait les municipalités à accepter, lorsqu'il était une maison des aînés ou un grand projet à cause de la pandémie, de pouvoir passer outre les règlements qu'il y avait par rapport à ça. L'église Saint-Louis-de-France. Saint-Louis-de-France, ouais, c'est ça. Alors, c'est juste ça que je peux dire parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience là au niveau du patrimoine moderne. Ouais, c'est sûr qu'on est prêt à le défendre aussi quand il s'agit de bâtiments qui sont solides parce que il faut pas oublier une chose, on est au niveau de l'environnement, tout ce gaspillage de matériaux lorsqu'on démolit, surtout
des fois, on va se servir du prétexte, ah, il y a de l'amiante. Il y en a juste un petit peu, elle pourrait s'enlever, mais là, c'est comme s'il y en avait dans tout le bâtiment. Alors, souvent, c'est des arguments qui tiennent pas la route, mais on s'en sert justement pour démolir parce qu'on veut occuper le terrain d'une autre façon. Mais c'est un gaspillage de matériaux parce que je suis allé justement à un colloque d'Action Patrimoine jeudi passé, le 19, à Saint-Camille, près de Danville. Et plusieurs ont soulevé ça, là. Il n'y a pas de, même quand on démolit, des fois, dans certains cas, on peut accepter des démolitions, mais il n'y a pas de recyclage. On démolit à pelle mécanique. Et on envoie ça au site d'enfouissement. C'est un gaspillage de matériaux éhonté. Et donc, il y aurait peut-être moyen de développer au moins dans les cas où les bâtisses ne sont pas restaurables, où ça coûterait trop cher, puis ont beaucoup de déficiences, au moins qu'on récupère les matériaux. Par exemple, si un vieux bâtiment de briques de 1880-90, des fois, quand vient le temps de réparer un autre bâtiment, je sais pas, dans un vieux centre-ville comme dans le vieux Lévis, d'avoir cette brique-là pour un bâtiment qui a de la brique similaire, ça serait intéressant de récupérer cette brique-là pour un autre bâtiment, mais il paraît qu'il y a quelques entreprises qui commencent à développer ça, la récupération de matériaux, mais ils sont pas très nombreuses au Québec, ces entreprises-là. Et c'est plutôt de crisser ça dans les dépotoirs. Oui, c'est sûr qu'un argument de plus pour défendre le patrimoine, c'est le développement durable et il n'y a rien de plus écologique que le bâtiment qui existe déjà. C'est Euh, ça. je compléterai effectivement les encadrements réglementaires présentement visent des bâtiments avant 1940 et un type de bâtiment précis, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire des démarches pour un patrimoine qui n'est pas encore considéré ou dans le temps ou dans les typologies. Je pense notamment aux intérieurs qui ont été les grands oubliés, le décor intérieur qui a été un des grands oubliés des nouvelles réglementations, de regarder aussi dans les différents répertoires de patrimoine qu'est-ce qui est déjà classé dans une région donnée, dans un territoire donné, ou est-ce que, comme c'était le cas à Maniwaki, en Outaouais, l'Outaouais est très pauvre en patrimoine classé, en patrimoine cité. C'est un argument de plus quand vous avez quelque chose à faire, quand vous avez un bâtiment à protéger comme l'église de Maniwaki. Euh, on voit bien que l'Outaouais était dépourvu, et pour l'instant l'est toujours, de citations de poids. Je donnerai la parole à Madame Louise Legault, encore une fois. Euh, ben, vous parlez là, des propriétaires. Est-ce qu'ils peuvent carrément faire dérailler un projet de classement en s'opposant? Euh, Si le propriétaire peut empêcher ou faire dérailler un dossier de classement. C'est ça la question? Oui. Ouais. C'est sûr que dans le cas d'une municipalité pour la citation, il y a forcément une consultation publique. Et même au ministère, ils peuvent faire une consultation. Mais je ne sais pas s'ils en font réellement des consultations publiques. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des représentations d'un propriétaire. Dans le cas du fort de Beaumont, le propriétaire a pris des avocats, puis a interpellé le ministère, il a demandé des documents d'accès à l'information, même du GIRAM, etc. OK. Donc, je pense, Madame Legault, votre cas est à peu près similaire là, dans le fort Effectivement. de Beaumont. Il y a un promoteur, je pense, qui m'avait envoyé le dossier. Fait bien, j'ai vu quand même un bon aperçu de ce qui se passe. Donc, c'est sûr que dans ces cas-là, ça aide pas un dossier. Mais dans le cas, par exemple, d'un bâtiment qui est déjà classé, je pense pas que le promoteur, dans le cas du port de Beaumont, de la base de Canon, je pense pas qu'il y ait grand chance. Là, ça va, à moins qu'il y ait bien d'argent à dépenser en cours. C'est sûr que je ne sais pas au niveau municipal s'il y a eu quelque chose qui a pas été correct au niveau municipal peut-être, mais au niveau du ministère, c'est un droit, je pense, par décret. Par décret, je pense pas que c'est un petit avocat qui va faire changer un décret, là. C'est pas si facile que ça, changer un décret. Mais au niveau municipal, surtout quand les gens se connaissent, euh, si c'est un promoteur qui veut s'opposer, qui est connu, c'est évident qu'il va y avoir peut-être une écoute du conseil municipal. Fait que, c'est sûr que
Si le propriétaire s'oppose, à moins que la municipalité trouve que le bâtiment, puis qu'on a, ça arrive qu'on a des élus municipaux qui sont peut-être plus sensibles à ça, qui, comme dans le cas de Belleuil, la mairesse, là, je ne me rappelle pas son nom, mais qui a voulu citer les bâtiments. C'est parce qu'elle ne connaît pas personnellement, mais j'imagine qu'elle est sensible au patrimoine culturel, puis qu'elle trouve que les bâtiments qui sont dans son cœur de village sont importants à conserver, soit pour des raisons de sentiment d'appartenance pour la municipalité, soit pour des raisons esthétiques, paysagères, etc. Il y en a qui sont plus ouverts à ça, mais il y en a d'autres que, tu sais, le maire de Saint-Gédéon, là, lui, il travaillait ses camions, il transportait du bois vers les Susmis. Disons qu'il y aurait des petits cours à prendre là, pour être sensible au patrimoine, par exemple. Mhm. Ouais, encore de la pédagogie. Je vais peut-être avoir une mise en demande. C'est correct, je vais faire du montage. Euh, j'ai perdu mon idée, mais je vais donner la parole à Madame Lacasse de Chambly. Manon, c'est bien ça, Manon Lacasse. Le processus de demande est-il le même pour une révision de classement? Est-ce que la démarche est la même pour une révision de classement? Une demande de révision? On ne comprend pas réviser un classement, c'est-à-dire abroger un classement. Est-ce que Manon est avec nous? Si vous voulez prendre la parole, j'imagine que vous parlez d'un cas particulier. Pour déclasser, est-ce que ça veut dire pour déclasser le bâtiment? Oui, Euh, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, un peu assuré, Est-ce mais que vous m'entendez? Manon, on vous entend. Allô? Allô, on vous Oui. entend. Ah oui, c'est un bâtiment qui est déjà classé et qui porte un nom de manoir du nom d'un des propriétaires. OK. Ici, on a les documents pour dire que cette bâtisse qui est sur le bord du Richelieu et qui a été construite en 1805 et qui est une beauté, mais qu'à ce moment-là, le propriétaire n'était pas le nom que la bâtisse a dans le moment. Est-ce qu'on peut faire changer le nom de la bâtisse en apportant, en prouvant que finalement, c'était pas ce monsieur-là qui avait le manoir, mais un autre monsieur OK. qui l'a fait bâtir. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est faisable? Gaston, avez-vous J'avoue qu'il y a eu des coupures de son, j'ai pas compris vraiment la question. je résume, comment modifier l'information qui existe déjà dans un classement et dans les documents officiels d'un classement? J'imagine que c'est une simple modification de nom ou alors l'ajout d'un nom d'usage ou l'ajout d'un autre nom. On voit souvent des maisons Intel qui sont en fait la maison de tel propriétaire. Je pense que Ah oui. Ben, ça, c'est sûr qu'on peut faire des représentations avec un dossier bien monté. Si, par exemple, la maison apporte un nom qu'on trouve qui n'est plus pertinent ou c'est pas le bon nom de la maison comme classement officiel, euh, il y a eu justement un cas de présenté là, à son patrimoine au colloque, quelqu'un justement qui a monté un dossier puis s'est aperçu que le nom donné à la maison à l'île d'Orléans, c'était pas le bon nom, qui relevait tous les propriétaires, puis c'était plus des propriétaires qui ont été là 100 ans, qui devraient être honorés, qui devraient avoir leur nom à la maison. Donc, ça, c'est sûr pour faire des représentations avec un dossier historique, démontrant que le nom qu'on a donné à la maison classée n'est peut-être pas le bon. Donc, je pense que si on arrive avec un bon argumentaire, peut-être qu'on va réussir à faire classer, là. Il s'agit de présenter le dossier aux fonctionnaires responsables de la région en particulier. ouais, OK, merci, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Si tu peux intervenir sur ça, il faut faire attention. Il y a eu un temps où on donnait les noms des maisons, des propriétaires qu'il y avait à l'époque. Après ça, on a décidé de prendre des noms des premiers propriétaires. Je pense que ce qui va arriver, et on le voit à plusieurs endroits, comme la maison Henry Stewart qu'on a à Québec, là, où est Action Patrimoine, c'est qu'on va prendre deux propriétaires, tout simplement. Parce on a commencé, il y en a plusieurs de même, là. On n'enlèvera pas un nom pour en rajouter un autre, qui fait qu'on ne saura plus où est-ce que c'est.
Donc, en faisant une représentation, probablement, ce qui va arriver, c'est que le ministère va dire, on va ajouter un deuxième nom, le nom du premier propriétaire probablement, mais ça ne déplace pas pour autant le nom de la maison qu'il y avait avant, parce que ça correspondait à un nom déjà existant. Il faut faire attention sur ça. OK. Merci. Merci Manon. J'espère que ça a répondu. Fait que si je résume, les meilleurs lanceurs d'alerte et les meilleures personnes et organismes pour faire ce genre de demande de classement pour être acteurs, ce sont les sociétés d'histoire. C'est vous qui avez et la motivation et l'ancrage local, également la plupart du temps les monographies, les ressources historiques, textuelles, les archives. Donc immanquable pour ce genre de demande pour ces efforts collectifs. Puis on continue avec vous de frapper aux bonnes portes, d'appuyer auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître l'intérêt d'un classement, l'intérêt d'une citation, pour aussi demander à ce que soit accélérer les processus, que les demandes soient clairement évaluées selon des critères qui sont connus de tous, qui ne sont pas arbitraires, que surtout le temps entre une demande de classement et un résultat soit accéléré. On continue à faire ce travail à la Fédération de représentation. C'est aussi très apprécié quand les sociétés d'histoire ont la possibilité d'être des relais auprès des différents pouvoirs publics, auprès des directions régionales ou auprès de leur mairie et de leur MRC pour aller dans le même sens et demander à ce qu'on reconnaisse que la citation n'est pas un frein à l'achat et au dynamisme d'une, euh, d'un cœur de village, mais au contraire que ça fait partie de l'identité d'un village et que les assurances ne doivent pas être un frein à cette transmission des maisons anciennes. Si on n'a pas de questions, je vous laisserai, si vous voulez, Gaston, Louis Vallée, un mot de la fin. Et je vous laisse prendre la parole au besoin. Puis, bien entendu, je vous retrouve jeudi 9 pour notre prochaine formation qui portera sur la généalogie et justement l'apport que les sociétés d'histoire peuvent avoir dans cette discipline. Merci à tout le monde. Gaston, veux-tu dire un mot avant qu'on quitte? Oui, bon, en fin de compte, c'est sûr que je souhaiterais, moi, que les sociétés d'histoire, c'est beau les demandes de classement, c'est beau les citations, mais aussi il faut éviter les démolitions. Alors, je demanderais aux sociétés d'histoire d'être vigilantes, aux membres qui sont dans telle municipalité ou telle ville qui ont à cœur leur patrimoine, de ne pas se gêner, de faire des oppositions, des objections avec des dossiers bien montés. Là. Ça peut prendre 2 pages, puis une photo, puis c'est pas si pire, c'est moins long qu'un dossier de classement. Puis on réussira peut-être à sauver quelques bâtiments supplémentaires. Mais ce que je regarde, en tout cas dans le cas de Lévis, c'est que le fait que les sociétés, des fois, sont subventionnées par les villes, ça crée une petite gêne pour certains membres de s'impliquer, alors que ça ne devrait pas. Alors, je vous souhaite une belle soirée, puis merci de... C'est un beau public, une belle classe, finalement. Merci beaucoup, Gaston. Merci, Gaston, beaucoup. Puis, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les envoyer autrement à la Fédération pour on essaiera de vous les refiler à Gaston ou de vous les répondre aussitôt qu'on peut. Merci beaucoup. Bye, bonne soirée. Merci, Gaston. Parfait, bonne soirée.